Et bienvenue dans une vidéo où on va traiter l'une des célèbres expériences de la physique qui est l'expérience de l'effet photoélectrique. Donc, cette expérience a joué un rôle fondamental dans l'évolution de la physique moderne. Avec le rayonnement du corps noir, ce sont deux expériences qui ont conduit à la révolution quantique qu'a connue le monde à partir de 1900. Donc, on va essayer d'étudier pourquoi cet effet photoélectrique, justement, va conduire à des hypothèses contre-intuitives qui vont être émises par des génies comme Albert Einstein. Eh bien, l'histoire de l'effet photoélectrique a démarré en 1800, a démarré par la découverte par Hertz vers la fin du 19e siècle, donc vers 1800 et quelques. Il a découvert justement l'effet photoélectrique. Il a montré que lorsqu'il bombarde un métal par du rayonnement, donc il y a des particules chargées qui sont éjectées. Bon, ce monsieur Hertz lui-même, c'est celui qui a confirmé l'hypothèse des ondes électromagnétiques. Donc il a montré que effectivement la lumière est une onde qui peut se propager dans le vide comme ce qui a été prévu par les équations de Maxwell. Donc, je vous rappelle, à cette époque-là, il y a la physique classique qui dominait le monde, il y a la mécanique de Newton, et il y a les lois de l'électromagnétisme de Maxwell. Avec ça, on comprenait pratiquement tous les phénomènes à cette époque-là. Et le premier problème qui va être posé justement, c'est le rayonnement du corps noir et c'est l'effet photoélectrique. Et on va voir que ces deux phénomènes-là vont être étudiés par Planck, ensuite par Albert Einstein, que vous retrouvez ici, en particulier dans son année miraculeuse, l'année 1905, et qui va conduire justement Einstein à un prix Nobel sur l'effet photoélectrique en 1921. Bien, voilà l'histoire qu'on va essayer de voir. Donc là, je vous montre une photo entre les deux pères du quanta, d'une part Monsieur Planck et de l'autre part Albert Einstein. Eh bien, Planck, c'est une histoire assez passionnante parce que lui, c'est un thermodynamicien, donc il a beaucoup étudié la thermodynamique et il a travaillé sur le problème du corps noir. Donc, je rappelle le corps noir, donc il a une particularité, c'est que si vous tracez l'intensité en fonction de la température, c'est une loi universelle. Elle est indépendante de la nature du corps. Et du moment que c'est une loi universelle, certainement elle cache une loi physique intéressante. C'est ce qui a poussé les gens à s'intéresser au rayonnement du corps noir. Étant expert en thermodynamique, Max Planck voulait chercher ou bien voulait trouver une formule théorique qui permet d'expliquer le rayonnement du corps noir. Donc il a étudié, il a utilisé les lois de la thermodynamique, il a déterminé l'entropie des oscillateurs, donc il a modélisé le corps noir par un ensemble d'oscillateurs, il a déterminé justement l'entropie qui devait expliquer la forme du spectre du corps noir. Le problème que, donc pour expliquer justement la forme de cette entropie, il a eu du mal à trouver une théorie basée sur le continuum, sur l'énergie qui va être décrite de façon continue comme ce que le prévoit la physique classique. Et bien sûr, en étant bloqué, qu'est-ce qu'il a fait? D'après ses actes ou bien d'après lui-même, il a dit comme acte de désespoir, il va retourner vers l'hypothèse qu'il a critiquée auparavant, qui est l'hypothèse de la notion de l'atome. Donc il va retourner, il va tourner vers la théorie statistique de Boltzmann qu'il avait critiquée auparavant. Et pour utiliser justement cette statistique de Boltzmann, il devait compter le nombre de configurations possibles dans les oscillateurs qu'il a introduits pour expliquer le rayonnement du corps noir. Et il a été obligé d'introduire la notion d'état discrète. Donc il a regroupé l'énergie des oscillateurs par paquets discrets qu'il a appelé lui-même quanta.
Donc pour lui, Planck, il a introduit la notion de quanta dans la discontinuité de l'interaction entre la lumière et le corps noir. Donc voilà, donc c'était un artefact mathématique donc il a été obligé d'introduire cet artefact pour expliquer justement le comportement de l'entropie, par conséquent le comportement du rayon noir. Et pendant ces calculs, il va introduire une expression de la forme, il va poser une constante E est égale à H fois nu, et il va introduire cette constante H qui va devenir une constante fondamentale dans la suite. Donc voilà, donc lui-même, il ne croyait pas à la quantification, mais il a été obligé d'introduire cette constante-là, ou bien cette expression-là, E égale à H nu, pour interpréter le spectre du corps noir. Eh bien, cette hypothèse de Planck, quand bien sûr on était à la fin au début du 19e siècle, on ne connaît pas encore la notion de quantification de la lumière, personne n'a cité les travaux de Planck jusqu'à 1905, qui va être cité par un certain Albert Einstein. Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Tout simplement, il va émettre une hypothèse tout à fait contre-intuitive. C'est-à-dire, pour lui, non seulement l'échange d'énergie va se faire d'une façon discontinue, mais tout simplement, c'est la lumière elle-même qui est formée par des quantums d'énergie qu'on va appeler par la suite des photons. Bien, donc, et pour vous montrer un peu la complexité de cette époque-là, donc, quand Albert Einstein a introduit la notion de photon, cette idée, lorsqu'il a proposé l'existence du photon, la particule quantique de la lumière, pendant 10 années, presque 10 ans, entre 1905 jusqu'à 1915, jusqu'à la publication de l'article de Millikan qu'on va voir à la fin, il a été considéré presque par tout le monde comme une grande erreur, cette idée de quanta, de la lumière qui est formée par des particules discrètes. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Des interférences, la diffraction ont montré clairement que la lumière est une onde. Et voilà un jeune homme qui dit non, stop, la lumière est formée par des grains. Donc c'est aussi corpusculaire. Et donc il va introduire la notion de dualité onde-corpuscule qui va être le sujet de controverse pendant plusieurs années. Donc cette idée, bien sûr, d'onde corpuscule va être en plus généralisée par un jeune physicien français, Louis de Broglie, qui, pendant sa thèse, il va dire si la lumière est faite de particules, pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire les particules vont avoir aussi un comportement ondulatoire. Et il a été récompensé par un prix Nobel d'un travail qu'il a fait dans sa thèse, un jeune de 23 ans. Bien. Et bien sûr, si les particules vont être décrites par des ondes, par des ondes, quelle est l'équation qui régit cette onde? On connaît l'onde des ondes vibrantes, on connaît l'équation d'onde des ondes électromagnétiques, mais quelle est l'onde qui va décrire le comportement des particules? Eh bien ça va être résolu par un autre théoricien, Schrödinger, que j'ai traité dans une vidéo précédente. Pour vous montrer la complexité ou bien cette notion de quanta, d'ailleurs Einstein, vers les années 50, il a dit dans une célèbre phrase que jusqu'à maintenant, il ne comprenait pas exactement c'est quoi un quantum des lumières. Bon, quand Planck va nommer Einstein comme membre de l'Académie des sciences, il a dit une phrase célèbre qui est la suivante: that he may sometimes have missed the target of his speculation, as for example in his hypothesis of light quanta cannot really be held against him. C'est-à-dire tout simplement, Planck a dit, parfois c'est un génie, mais parfois il rate le but de ses spéculations, comme par exemple dans son hypothèse du quanta. Donc vous voyez, Planck même lui-même, qui est le père fondateur du quanta, n'a pas cru à cette hypothèse d'Einstein, pour vous montrer un peu l'ampleur de cette découverte. Bien, qu'est-ce que c'est que l'effet photoélectrique? Bon, il est formé par deux termes, photon
et électrons. Donc c'est tout simplement l'émission d'électrons par l'action du photon. Donc un photon qui va venir, un photon, maintenant la lumière, c'est des grains qui vont frapper sur la surface d'un métal, ils vont éjecter des électrons. Et on va récupérer ces électrons par une cathode et on va mesurer le courant électrique qui est tout simplement le nombre d'électrons par unité de temps. Bien. A priori, c'est un effet qu'on peut comprendre facilement par la physique classique. Donc, ça a été découvert par Hertz en 1886. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique possède une énergie qui est proportionnelle à module du champ électrique au carré. Donc, si l'énergie de l'onde devient importante, donc l'énergie, c'est le nombre, l'énergie de l'onde devient importante, à un certain moment, cette énergie va être suffisante pour arracher un électron. Donc, a priori, c'est quelque chose qu'on peut comprendre par la physique classique. Sauf que c'est le comportement du courant, et en fonction de la fréquence et en fonction de la tension qu'on applique ici, qu'on applique entre la cathode et l'anode, qui va poser des problèmes impossibles à comprendre par la physique classique. En particulier, prenez un métal, vous envoyez un rayonnement de basse fréquence, de haute énergie, vous allez avoir un phénomène photoélectrique, un phénomène de photoélectrique, c'est-à-dire vous allez avoir émission d'un courant ou bien des électrons, quelle que soit l'intensité de la lumière que vous envoyez sur le métal. Par contre, si vous prenez la lumière rouge, par exemple, grande longueur d'onde, basse fréquence, pas de photoélectrons, quelle que soit l'intensité de la lumière rouge que vous allez envoyer sur le métal. Eh bien, pourquoi ce phénomène? Normalement, si on augmente l'intensité, peu importe la fréquence, à un certain moment, on sera capable d'extraire l'électron. D'accord? Donc la physique classique prévoit que à partir d'une certaine intensité, vous allez avoir émission d'un électron, quelle que soit la fréquence du rayonnement. D'accord? C'est ça ce que prévoit la physique classique. En particulier, aussi la physique classique nous dit que si on envoie une intensité très faible, normalement, il faut un certain temps de retard entre l'application du rayonnement et la détection du courant. Alors que l'expérience montre que si vous envoyez la lumière UV, instantanément, vous allez avoir un phénomène d'électrons qui seront éjectés. Là aussi, ce problème d'instantané n'est pas possible, impossible de le comprendre en se basant sur la physique classique. Et donc, c'est l'interprétation de cet effet photoélectrique qui va conduire à une équation très très importante. Donc, je reviens sur l'expérience. Vous voyez bien ici qu'on peut appliquer soit une tension positive, soit une tension négative. Donc, si j'applique une tension positive, ça veut dire le champ électrique entre l'anode et la cathode est dirigé dans ce sens-là. Je vous rappelle, la force qui s'exerce sur un électron, c'est moins E fois E. Donc, il va être opposé. Donc, ça, c'est le champ électrique. Et donc, la force électrique va être dans ce sens-là. Autrement dit, si j'applique une tension positive, l'électron va être accéléré. Si j'applique une tension négative, l'électron va être décéléré. Et ça, vous allez voir un peu le rôle de ceci. Donc, on va voir que dans l'étude des faits photoélectriques, vous allez avoir deux phénomènes qui vont jouer un rôle très très important, ce qu'on appelle le potentiel d'arrêt et la fréquence. Et vous allez voir dans la formule finale, il y a deux termes qui vont apparaître, potentiel d'arrêt et la fréquence. Bon, première expérience, c'est mesure de l'énergie cinétique maximale des électrons qui vont être éjectés. Donc, on envoie de la lumière à la surface de l'anode. Cette fois-ci, on va appliquer une tension positive, c'est-à-dire on va essayer de freiner les électrons qui vont être éjectés. Et première remarque, donc là, voilà, c'est le courant qu'on obtient en fonction du potentiel. Ici, c'est négatif, ici, c'est un potentiel positif. Bon, d'abord, vous remarquez que lorsque la tension est nulle, vous allez voir un photocourant non nul pour trois intensités différentes. Ça veut dire que même si on applique une tension nulle, c'est normal, certains électrons ont assez d'énergie cinétique pour arriver à la cathode. Mais ce qui est
pas normal, ou bien ce qui n'est pas a priori attendu, c'est que le potentiel d'arrêt, il est le même, quelle que soit l'intensité de la lumière. C'est-à-dire la tension d'arrêt est indépendante de l'intensité lumineuse. On va voir quelle est la relation entre ce potentiel d'arrêt et l'énergie cinétique maximale. Et pour cela, il suffit de rappeler que l'énergie électrique statique d'une particule placée dans un potentiel V, c'est Q fois V. D'accord? Donc, si vous avez un électron qui est soumis à une différence de potentiel V0, son énergie électrique, ça sera E fois V0. Maintenant, vous voyez bien que si je diminue cette tension jusqu'à ce que aucun électron n'arrive à la cathode, ça veut dire tout simplement cette énergie potentielle que j'applique, c'est exactement l'énergie cinétique maximale. Pourquoi? Parce que c'est cette énergie-là, c'est l'énergie potentielle nécessaire pour arrêter les électrons les plus rapides. Donc en augmentant la tension dans le sens inverse, on diminue le nombre d'électrons qui vont arriver, les électrons les moins vite jusqu'aux électrons les plus vite. Et le moment où aucun électron n'arrive vers la cathode, ça veut dire tout simplement cette énergie potentielle est exactement égale à l'énergie cinétique des électrons les plus rapides qu'on peut éjecter à partir du métal. Donc voilà une relation fondamentale. C'est l'énergie cinétique maximale, c'est la charge fois le potentiel d'arrêt. Et vous remarquez que cette énergie cinétique maximale, elle est indépendante de l'intensité lumineuse. D'accord? Ensuite, troisième point qu'on peut déduire à partir de cette courbe, c'est ce phénomène de saturation. Mais ça, on peut le comprendre facilement par la suite. Si vous avez une intensité donnée, je rappelle que l'intensité, c'est le nombre de photons par unité de temps et par unité de surface. Donc, pour une surface donnée, vous envoyez 4 photons par seconde. Ces 4 photons vont éjecter 4 électrons. Donc, si la tension est suffisante pour que ces 4 électrons arrivent à la cathode, ça ne sert à rien d'augmenter encore l'intensité parce que le maximum d'électrons qui vont arriver, c'est 4. Donc, ça n'a plus la peine d'augmenter cette tension-là. Donc, voilà pour cette première expérience. Et bien, deuxième expérience, on va voir l'effet de la fréquence. Comme je disais, vous allez avoir deux paramètres fondamentaux dans l'étude du photoélectrique, le potentiel d'arrêt et la fréquence. Eh bien, vous voyez que déjà, on a vu tout à l'heure que, voilà, pour une fréquence donnée, on a un phénomène, on peut avoir l'effet photoélectrique et pour une même intensité, et si on change la fréquence, pas d'effet photoélectrique. Ça veut dire qu'il existe ce qu'on appelle une fréquence seuil. Et vous voyez ici que, avant de voir cette fréquence seuil, vous voyez que le courant photoélectrique augmente avec le potentiel. Bon, c'est normal si vous augmentez le potentiel pour une fréquence donnée. Donc, vous augmentez le nombre d'électrons qui vont arriver vers la cathode. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Cependant, le courant de saturation est le même. Vous voyez bien, pour deux fréquences différentes, μ2 est supérieur à μ1, le courant de saturation est le même. C'est-à-dire le nombre d'électrons maximum qu'on va recevoir, ou tout simplement l'énergie cinétique maximale va être, là c'est le courant. Le courant de saturation est le même. Par contre, ce qui est différent, c'est les fréquences, c'est le potentiel d'arrêt. Donc le potentiel d'arrêt, il dépend de la fréquence. Et plus la fréquence est grande, plus le potentiel d'arrêt est grand. Or, je rappelle que le potentiel d'arrêt est lié à l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique va être une fonction maximale, ça sera une fonction de la fréquence. Il va dépendre de la fréquence. Plus la fréquence augmente, plus cette énergie cinétique maximale va augmenter. Troisième phénomène, c'est l'existence d'une fréquence seuil. Donc, pour une intensité donnée, si vous faites varier la fréquence, à partir d'une fréquence seuil, vous ne pouvez pas obtenir l'effet photoélectrique, quelle que soit l'intensité. Là aussi, c'est un problème impossible à comprendre par la physique classique. Très bien. Maintenant, on va essayer de voir comment Einstein va résoudre tout ce dilemme. Eh bien, l'idée contre-intuitive d'Einstein, c'est de dire que
non seulement l'échange entre entre la lumière et le matériau va se faire par manière discrète, mais c'est la lumière elle-même qui va être formée par des grains d'énergie. Donc lumière, tout simplement, a une nature corpusculaire. Corpusculaire. Oups, la lumière était une onde. Maintenant, Einstein vous dit que la lumière, c'est une corpuscule. Et donc, voilà, on va aller vers ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui a corpuscule, qui va être le sujet de controverse pendant plusieurs années. D'accord? Donc, l'énergie qui arrive sous forme de paquets, par quantum d'énergie, qui ont tous la même énergie, donc qu'on va appeler par la suite tout simplement un photon, chaque grain d'énergie possède une énergie qui sera égale à h nu. Et donc, avec cette formule très simple, on va essayer d'expliquer le phénomène de l'effet photoélectrique. Donc, vous envoyez une énergie h nu. Donc, elle va servir à quoi cette énergie h nu? Elle va servir d'abord à extraire donc l'électron qui était lié dans l'atome. Il faut d'abord le rendre libre. Donc, on va l'extraire. On va fournir une énergie que j'appelle phi. Ensuite, le reste va être communiqué à l'électron sous forme d'énergie cinétique maximale. Voilà. Et en posant ce phi égal à h nu 0, c'est une constante, donc vous voyez bien que l'énergie cinétique maximale est égale à h facteur de nu moins nu 0. Voilà l'équation d'Einstein. Eh bien, cette équation, vous voyez bien que si la fréquence est inférieure à nu 0, vous allez avoir une énergie cinétique négative, ce qui n'a pas de sens. Donc, il va expliquer très facilement l'existence de cette fréquence seuil. Vous voyez aussi que l'énergie cinétique, il est proportionnelle à la fréquence. Si vous augmentez la fréquence, comme on a vu dans cette expérience-là, vous augmentez la fréquence, l'énergie cinétique augmente. Donc, ça explique le deuxième phénomène. D'accord? Donc, voilà, on retrouve tous les résultats peuvent être expliqués grâce à cette fameuse formule. Maintenant, voilà entre les mains des expérimentateurs une formule ou bien une expression qui permet a priori de trouver une valeur expérimentale de H. Et la complexité de mettre en place cette expérience va durer pratiquement une dizaine d'années. Et c'est en 1916 qu'un très grand expérimentateur, le père, celui qui a découvert le rapport E sur M, c'est Millikan. Donc Millikan, dans ça c'est PhysRave, Physique Review 1916, donc j'ai tiré de l'article, et vous voyez, dans cet article, il met exactement une démonstration assez claire et limpide de cette formule. Vous voyez bien que l'énergie cinétique, c'est une droite en fonction de la fréquence. Donc voilà, l'énergie cinétique, c'est aussi le potentiel d'arrêt, c'est exactement la même chose. C'est exactement une droite en fonction de la fréquence. Et la pente de cette droite, il a calculé M. Millikan, il a trouvé 6,57, 10-27. Voilà, l'une des premières expériences qui a permis de retrouver une valeur expérimentale de H qui est 6,56, 10-27. Voilà les conclusions de l'article de Millikan. Donc, photoelectric equation has been subjected to the research and it's appeared very the case to predict exactly that observed. Donc, ça veut dire tout simplement l'équation de Maxwell prévoit exactement les mesures qu'a fait M. Millikan. En plus, il vous donne la valeur de la constante Planck. Il faut admettre que l'expérience actuelle constitue une bien meilleure justification pour une telle affirmation, ce qui a été trouvé jusqu'à présent. Donc, voilà la conclusion de Millikan. Avec la valeur de H qu'il a trouvée, à 5% près, c'est 6,57, 10 à la puissance moins 27. Voilà. Et bien sûr, ce résultat du Millikan va être récompensé en partie par un prix Nobel en 1923. Donc voilà, ce petit voyage au cœur de l'effet photoélectrique qui a été l'une des expériences les plus fondamentales et plus fabuleuses du début du siècle précédent, et qui a conduit tout droit Albert Einstein vers le prix Nobel de 1921. Donc c'est une expérience qui a découvert en 1905, 1905, l'année miraculeuse d'Einstein dans laquelle il a traité 5 sujets différents
et il n'a été récompensé que par ce prix Nobel. Donc il a traité bien sûr la relativité restreinte, le mouvement brownien, la condensation de Bose et autre chose. Donc voilà pour ce sujet. J'espère que la notion ou bien l'interprétation de cet effet photoélectrique était claire. Merci de me laisser des commentaires. Bien sûr, vos critiques sont les bienvenues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Appuyez sur le pouce pour recevoir les nouvelles notifications. Merci, bon courage, bonne continuation et à bientôt.